Bien, bonjour à tous. Je laisse un instant pour les derniers pour qu'ils puissent s'asseoir en tout confort. Bien, je remercie rapidement les organisateurs et le public si nombreux pour cette journée consacrée à un sujet qui, depuis plus d'un demi-siècle, aurait dû être une priorité pour tous les acteurs du marché, des musées, de la recherche et de l'enseignement. Le simple fait d'intituler cette journée « Nouvelle exigence du marché de l'art » doit nous inquiéter. Cela fait maintenant des dizaines d'années que des chercheurs, des professionnels de tous horizons alertent sur les problématiques des provenances et sur la vulnérabilité du marché face au trafic sans cesse mouvant. Cela montre l'étendue de ce qu'il reste à faire pour lier les exigences de la protection du patrimoine à celles du marché des biens culturels. Je fais partie de ces passionnés du marché des antiquités, un marché qui, du point de vue de l'historien de l'art, de l'Antiquité, est un pan complet de l'histoire des collections, essentiel à la compréhension de nos propres sciences. Pourtant, si l'histoire des musées s'écrit depuis quelques générations maintenant, que l'histoire du marché de l'art en général fait son chemin, signalons par exemple la publication cette année de l'excellent ouvrage de Léa Saint-Raymond, l'histoire plus précise du marché des antiquités reste largement à écrire. Rappelons les particularités des biens archéologiques et des antiquités qui, avant leur découverte, n'ont pas d'histoire de collection à proposer. Autant dire qu'il n'y a pas de documents pour préciser leur provenance avant leur découverte. Et quand ces objets sont découverts dans un contexte de fouilles illégales, vous imaginez bien qu'il est rare que les pilleurs décident de publier leur découverte après coup. Et rappelons également l'importance d'un contexte archéologique. La valeur d'une antiquité est largement inférieure à celle de son contexte d'un point de vue scientifique. Un contexte archéologique pourvoit 90% des informations. Une œuvre archéologique sans contexte est une œuvre orpheline. Ici, à l'INHA, et en partenariat avec le Musée du Louvre depuis 2012, se trouve l'un des seuls programmes de recherche concernant l'histoire du marché des antiquités, le répertoire des ventes d'antiques en France au XIXe siècle, sous la direction conjointe de Cécile Colonna pour l'INHA et de Négin Mathieu pour le Louvre, et qui vise à inventorier les ventes publiques parisiennes comprenant des antiquités, ses acteurs, ses objets, en dépouillant les catalogues de vente et les procès-verbaux de manière à retracer le parcours des œuvres et de mieux comprendre les fluctuations d'un marché économique dont l'apport et la relation avec l'archéologie sont indéniables. Nous avons pour ce faire 3 sites sur lesquels je vous renvoie, la base de données sur Agora, le carnet de recherche plus libre, mais également cette data visualisation qui permet de retracer le parcours des objets, des catégories d'objets, depuis leur lieu de fabrication, leur lieu de découverte, leur lieu de vente et leur lieu actuel d'exposition. Car il faut comprendre que retracer la provenance d'un objet, depuis son lieu de fabrication à son lieu de conservation, en passant par son lieu de découverte et ses passages dans diverses collections, est un idéal, ce vers quoi l'on tend sans pouvoir y parvenir toujours complètement. À rechercher donc dans l'absolu. Or, la perte de mémoire sur l'origine et la destination des antiquités n'est pas juste fréquente, elle est majoritaire. Mais sans chercher, on ne trouve pas. Aussi, plus qu'un discours théorique, rien n'est plus efficace qu'une étude de cas. Un exemple qui permette de mettre le doigt directement dans l'engrenage. C'est la raison pour laquelle je vous emmène donc en Cyrénaïque, une région située à l'est de la Libye actuelle, où s'installèrent, à la fin du 7e siècle, une poignée d'habitants de l'île de Terra-Santorin, vite rejoints par d'autres Grecs, pour fonder l'une des principales colonies du monde grec antique, la ville de Cyrène, ainsi que 4 autres cités importantes, le tout formant un vaste ensemble de plus d'une centaine de sites archéologiques sur ce croissant de lune isolé par le Sahara au sud, à l'est et à l'ouest, et la mer Méditerranée au nord. Oubliez les images d'Épinal de la Libye désertique. La Cyrénaïque est l'une des régions les plus pluvieuses qui soient du pourtour méditerranéen. Hérodote lui-même disait « le ciel y est percé ». Il s'agit d'une région qui porte le nom donc, de sa cité éponyme, Cyrène, située à presque 600 mètres d'altitude, à 20 km de son port et de la mer, et qui est l'une des principales agglomérations antiques, comprenant par exemple un sanctuaire qui est la réplique africaine du sanctuaire de Delphes pour Apollon, le temple de Zeus qui est la réplique du temple de Zeus d'Olympie en plus grand et en marbre, ces 3 gymnases ou ces rues marquées par une abondance de sculptures en marbre, ou encore ces 5 théâtres
sans compter le théâtre de son port, Apollonia. C'est une cité qui est grecque, certes, mais qui s'est métissée immédiatement avec une population libyenne, préalablement installée, formant sur place un métissage culturel des plus intéressants. L'une des principales particularités de ce site archéologique, c'est la présence autour du centre-ville, qui apparaît ici, d'une des plus grandes nécropoles conservées du monde antique, qui fait grosso modo la taille du centre de Paris. Cette nécropole comporte, au même endroit, toutes les formes architecturales que l'on puisse imaginer dispersées dans les autres cités du monde grec. Toloi, tumuli, chapelles, tombes excavées, tombes construites, disputent un paysage semi-agricole à un ensemble de sanctuaires et de temples. Routes, ruelles et escaliers, chemins desservent ce qu'il est probablement le plus simple d'appeler une nécropole, une véritable ville des morts. C'est cette nécropole qui nous intéresse, car il s'agit du site actuellement le plus en danger de toute la Cyrénaïque. François Chamoux, qui a initié la mission archéologique française en Libye, dans le cadre duquel s'inscrivent ses recherches, disait de cette nécropole que nulle part ailleurs, autre qu'à Cyrène, on n'a au même degré le sentiment que l'humanité se compose de plus de morts que de vivants. C'est donc une nécropole qui est l'un des sites archéologiques majeurs, extrêmement hétérogène du point de vue des architectures, mais en revanche, extrêmement homogène du point de vue des marqueurs funéraires, c'est-à-dire des stèles et des sculptures qui ornaient ces tombes pour marquer l'emplacement du défunt. Nous avons deux catégories principalement qui ont largement dominé presque 1000 ans de construction. Ce sont d'abord les divinités funéraires, un ensemble de bustes et de demi-statues produites entre le VIe siècle et le 1er siècle avant notre ère, à l'époque grecque, qui sont remarquables à plus d'un plan, notamment pour la présence, pour une grande partie d'entre elles, de l'absence de visage, la prosopie, la rétractation volontaire du visage ou la présence de sculptures intermédiaires avec ces visages semi-voilés de toute beauté, comme cette très jolie tête du Metropolitan Museum de New York qui a été saisie et rapatriée en Libye cette année. Ces sculptures sont supplantées à partir du 1er siècle avant notre ère par une catégorie exactement parallèle, locale également, de portraits funéraires sous influence romaine cette fois, quand la région entre dans l'Empire romain. Il s'agit de portraits de petite dimension représentant les défunts et qui étaient destinés à composer de véritables galeries familiales dans la façade des tombes. Ces portraits, comme les divinités funéraires, sont des sculptures stylistiquement locales, avec un format local, produites localement, utilisées localement. Vous n'en trouverez pas ailleurs que sur les sites de Cyrénaïque mentionnés précédemment. Le format de ces portraits est facilement identifiable. Vous observez par exemple la présence d'un drapé en partie inférieure, la présence parfois de colliers, de boucles d'oreilles, la présence de petites bandes latérales pour les fixer dans les niches, avec des coiffures qui peuvent s'inspirer parfois des portraits égyptiens voisins, les portraits du Fayoum, parfois des portraits impériaux. Nous avons, au cours des dernières années, recensé l'ensemble des exportations qui ont eu lieu depuis le XVIIIe et le XIXe siècle sur le marché des antiquités. En effet, des fouilles légales ou des achats sur le marché de l'art local pendant l'époque ottomane ont permis l'arrivée d'un nombre relativement restreint de ces sculptures, une quarantaine d'objets au total sur les presque 800 recensés des deux catégories, avec un ensemble d'œuvres, par exemple, au Louvre, qui remonte aux fouilles françaises légales de 1848, un ensemble plus important et plus conséquent au British Museum, avec 7 sculptures funéraires de ces différentes catégories, et également un très rare partage de fouilles de 1959 au musée de Manchester, au musée de l'Université de Manchester. Vous avez donc extrêmement peu d'œuvres de ces catégories-là qui se sont retrouvées directement dans les ventes publiques ou dans les ventes privées au cours du XIXe et du XXe siècle. Elles sont au nombre de 4, très exactement, pour l'ensemble des 2 siècles pendant lesquels il a été possible d'exporter. À partir de 1912, lorsque la Libye rentre sous domination italienne, la législation italienne s'applique, interdiction de l'export des antiquités, et ces interdictions sont renouvelées et renforcées après la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la loi cadre de 1963 et la ratification par la Libye de la Convention UNESCO en 1972. Le résultat est clair, la Libye fait office de bonne élève du point de vue de la ratification et des législations, et ces œuvres donc ont un passé relativement bien connu. La dernière acquisition légalement reconnue date de 1936 avec 2 œuvres, une au musée de Malte et une au British Museum, données par la femme d'un officier militaire maltais britannique
donc au British Museum et au musée de La Valette. Nous pouvons cartographier donc ces exportations anciennes, bien connues, et montrer donc le peu finalement de musées et le peu de collections publiques disposant de ce type d'œuvres d'art. Néanmoins, nous observons à partir de 1999-2000 un énorme tournant du point de vue du marché des antiquités libyennes. On peut l'observer par exemple à travers ici les ventes publiques, qui sont évidemment plus faciles à recenser que les ventes privées, dans diverses maisons de vente à caractère international, Bonhams, Christie's ou Pierre Berger. Voici par exemple ce qui se passe chez Bonhams. À partir de 2006, première apparition connue de portraits funéraires, 2007, deux encore, 2008, une divinité funéraire, deux portraits funéraires, 2009, un portrait funéraire, une statuette, une divinité funéraire, 2010, portrait funéraire et relief funéraire cyrénéen, 2011, portrait funéraire, tête de divinité funéraire, 2012, portrait funéraire, statuette, 2014, portrait funéraire, 2015, portrait funéraire. De l'ensemble de ces œuvres, évidemment, il est intéressant de voir la présence de quelques œuvres qui apparaissent ici en rouge, qui ne sont pas des sculptures funéraires, mais qui proviennent d'un vol effectué dans les musées de Cyrène en 1999-2000. Autrement dit, une association entre des œuvres qui n'ont pas d'histoire avant leur apparition en vente avec des œuvres qui sont directement volées dans les musées libyens. On peut continuer avec Christie's et non pas Bonhams, sur les mêmes périodes, 2008, 2009, 2010, 2012, 2014, nous observons exactement la même association et d'ailleurs les mêmes œuvres qui reviennent d'une maison de vente à l'autre. De la même manière, chez Pierre Berger, à partir de 2007, lorsque les ventes d'archéologie sont mises, on voit l'apparition de ces sculptures volées en cohabitation avec des sculptures potentiellement pillées et pour lesquelles nous ne pouvons pas toujours prouver le pillage. Alors justement, comment prouver qu'un objet a été pillé? Comment justifier de la présence de ces œuvres issues, parfois, soi-disant, de collections anciennes? Si on observe les catalogues de vente, 64% des notices des catalogues, n'ont absolument aucune mention sur l'origine de la pièce. C'est-à-dire qu'il y a un grand blanc, on ne nous dit même pas de quelle collection ça provient. Dans le reste des cas, lorsqu'il y a une mention de provenance, soit il y a une simple initiale pour donner le nom d'une collection ancienne, soit une simple date, mais absolument rien de vérifiable. Seuls 2% des notices de catalogue de vente permettent d'avoir un nom. Et vérifions l'un de ces noms ensemble. Ancienne collection Joseph Chitrit, avant 1960, nous est dit dans un catalogue de Pierre Berger et Associés. Cette collection est inconnue au bataillon, sauf pour un objet acquis par le Metropolitan Museum, via un marchand libano-français, Georges Lotfi, et qu'il a lui-même acheté auprès d'un marchand israélien, Sami Taha, basé à Jérusalem. Si l'on remonte un petit peu l'historique de cet individu, Sami Taha, à Jérusalem, nous on le connaît bien puisque c'est lui qui a mis en vente un portrait aujourd'hui saisi qui a été volé au musée de Derna en 2005. Et en regardant bien, en fait, on s'aperçoit qu'il collabore avec un pilleur bien connu en Israël, pilleur qui est à l'origine du pillage de ce petit bronze qui a été saisi cette année et rapatrié en Égypte. Voilà les seules vérifications que nous pouvons faire. Voilà, ça vous donne une idée de ce qui se passe. Avec Camille Blanchet et Suzanne Kay, nous avons travaillé donc au parcours de ces objets volés à Cyrène, donc un ensemble d'une trentaine de marbres, et nous avons pu voir que dès 2000, en fait, ils apparaissent sur le marché de l'art européen, quelques mois seulement après leur mise en vente, et qu'ils circulent entre les trois grands pôles du marché de l'art que sont Paris, Londres et New York, en passant ainsi d'une maison de vente à une autre, d'une galerie à une autre. Le plus intéressant pour moi, c'est de confronter ce parcours d'objets volés, donc identifiés, à ce parcours d'objets potentiellement pillés. Et l'on voit qu'il y a un strict parallélisme sur l'apparition de ces œuvres avec l'apparition des sculptures funéraires, année après année, dans les mêmes maisons de vente et dans les mêmes galeries. Les images parlent pour elles-mêmes, vous le comprenez. Et ce, au moins jusqu'en 2015-2016. Arrêtons-nous justement sur ce portrait en 2015. Un exemple que je peux développer ici, puisqu'il n'y a pas d'affaire en cours. Il s'agit donc d'un portrait qui apparaît dans un catalogue de vente chez Bonhams en 2015 puis en 2016, l'œuvre étant vendue la première fois, avec une mention d'une collection ancienne très intéressante, puisqu'il nous est dit qu'il s'agit d'une œuvre qui provient d'une collection d'un monsieur S à Zurich en Suisse dans les années 1990, d'une collection privée belge de madame MT
entre 1972 et 1987. Vous voyez la précision ici des dates, mais l'imprécision des noms. Or, il se trouve que ce portrait, on le connaît bien grâce aux recherches du département des Antiquités de Libye, avec qui nous collaborons pour la mission française, puisqu'elle fait partie d'une œuvre photographiée par un groupe de pilleurs en 2012-2013 et qui sont géolocalisées, autrement dit, dont on sait qu'elles sont en Libye en 2013-2014. Donc nous avons ici très clairement une mention frauduleuse. Après, à qui la faute, c'est un autre problème. Nous voyons également que cette œuvre a été retravaillée. On a supprimé de cette œuvre notamment les bandes latérales et le drapé qui permettent de l'identifier au premier coup d'œil comme provenant de Cyrénaïque. Si c'était un cas isolé, évidemment, on pourrait avoir une sorte de bénéfice du doute. Or, c'est un phénomène extrêmement fréquent. Je vous montre le portrait vendu par Pierre Berger en 2006. Vous voyez ici, par exemple, la superposition avec une photographie directement issue des fouilles de l'Agora en 1957. Cette œuvre a été découverte par Sandro Stucchi, directeur des fouilles italiennes, donc à Cyrène. Ce que l'on observe dans les maisons de vente, on l'observe donc d'une manière générale à l'échelle de la France sur une grande partie des acteurs du marché des antiquités. Et à l'échelle internationale, je vous cite quelques exemples. Voici par exemple le cas de la galerie Jaume Bagot à Barcelone, qui vend en l'espace de 3 ans, entre 2013 et 2016, pas moins de 8 sculptures funéraires de Cyrénaïque, c'est-à-dire plus que tout ce qu'a acquis le British Museum et le Louvre en l'espace d'un siècle et demi. Et que son voisin, à une rue d'intervalle, Cerbera, vend exactement dans le même temps 2 autres sculptures funéraires. Comment l'expliquer ? Nous observons les mêmes phénomènes sur d'autres galeries en Israël. Regardez, si on remonte la généalogie des ventes de l'Archaeological Center Limited à Tel Aviv, on observe également le même phénomène. Des portraits qui, à chaque fois, n'ont aucune mention de provenance préalable. Et il suffit maintenant de photographier, comme Vincent Michel l'a fait, la devanture d'un seul magasin d'antiquités à Jérusalem pour comprendre le problème, puisque dans cette vitrine, pêle-mêle avec d'autres objets de différentes provenances, se trouvent 7 portraits funéraires de Cyrénaïque. C'est plus que la collection du Louvre et du British Museum réunis. Si on regarde un petit peu le parcours de ces objets, prenons un exemple, une divinité funéraire saisie à Londres en 2013. Elle a été restituée et rapatriée récemment. En vérité, si on remonte sa filiation, le marchand britannique qui l'avait déposé chez Colin Bowles, un restaurateur en 2013, l'avait fait venir par une sorte de maison d'import-export en 2011 et l'avait acheté auprès d'un marchand jordanien qui servait d'intermédiaire avec un centralisateur, un grossiste de biens pillés, Hassan Fazeli, à Dubaï, qui clame l'avoir depuis 1977, mais dont on sait en réalité que l'œuvre est arrivée à Dubaï en 2005. Alors que se passe-t-il en Libye pour l'expliquer ? Eh bien, le site archéologique de Cyrène est victime de 2 phénomènes conjoints. D'une part, l'urbanisation, d'autre part, le pillage. Le site souffre d'une urbanisation qui remonte aux années 1970, lorsque les Talibiens décident de la création d'une ville nouvelle sur la nécropole sud, qui apparaît ici en blanc, en partie inférieure. Les archéologues ont réussi à dévier toutes les constructions vers le sud, le plus loin possible du centre archéologique. Néanmoins, vous voyez l'effet d'entonnoir depuis le site archéologique vers le sud. Néanmoins, la guerre civile en 2011 a déséquilibré les choses et n'a pas permis à l'État libyen de protéger les terres. Et ainsi, on observe depuis 2011 la multiplication des constructions illégales sur le site archéologique, et le site archéologique dans son ensemble est en passe d'être urbanisé actuellement. Le deuxième phénomène, c'est celui qui apparaît à l'écran, c'est-à-dire le problème conjoint de l'urbanisation avec celui du pillage. Nous avons 2 types de pillage, comme partout ailleurs. Un type de pillage dit opportuniste, c'est-à-dire le fait que vous construisez votre maison, vous trouvez une sculpture, vous essayez de la vendre pour arrondir vos fins de mois, d'autant qu'on est en cas de crise économique très importante côté libyen. Le deuxième phénomène, ce sont des pillages professionnels qui ne sont pas effectués par des locaux, mais par des équipes souvent internationales composées d'Égyptiens, d'Israéliens, d'Européens et de Libyens. Ces 2 images, à elles seules, permettent de montrer à quel point est destructeur un pillage. Cette sculpture, qui a été photographiée en 2014 lors du pillage, a été sortie de la tombe à coups de 4x4 attachée à des câbles métalliques. Imaginez le désastre pour une sculpture en marbre de près d'une demi-tonne. Et le contexte archéologique de laquelle elle provient a été complètement ravagé par les tractopelles. Les pilleurs, ensuite, popularisent leur découverte via les réseaux sociaux, via les mails, via WhatsApp et compagnie, font de jolies vidéos promotionnelles pour vendre leurs objets directement, généralement, à des intermédiaires basés au Moyen-Orient, en Europe et en Thaïlande.
C'est ce que nous informent les différentes saisies qui sont effectuées de manière proactive par les autorités libyennes qui, depuis 2018, ont pris le problème à bras-le-corps, mais également par les autorités d'autres pays, comme l'Égypte, qui a fait saisir 2 containers en 2011 et 2015, comprenant au total plus de 2000 objets pharaoniques et une trentaine d'objets libyens. Vous observez ici divinités funéraires et portraits funéraires mélangés à des objets pharaoniques. Des objets pharaoniques qui étaient pour partie dissimulés, et ce n'est pas une blague, sous des tas de papier toilette, ou dans des canapés d'ailleurs, et des objets qui ont parfois une valeur commerciale extrêmement élevée, comme ce portrait de Lucius Verus provenant de Cyrène, photographié par les pilleurs en 2010, saisi en 2011. Et vous avez ici un portrait qui, sur le marché, pourrait s'échanger relativement facilement à plus d'1 million d'euros. Et c'est ainsi qu'on peut dessiner une nouvelle carte, qui est la carte du trajet des objets entre 2000 et 2020, avec un ensemble d'objets qui sont échangés à l'échelle internationale. Je ne sais pas pourquoi ça n'avance pas. Voilà. Donc, depuis la Libye vers le reste du monde. C'est donc un trafic international auquel nous avons affaire, pour lequel il est extrêmement difficile de savoir qui sont les responsables et de connaître évidemment le degré de responsabilité des marchands qui sont impliqués dans ce marché. Cela montre simplement que si on cherche, on trouve. Or, c'est bien le problème actuellement, le manque de recherche sur toutes ces catégories. Imaginez un instant que nous fassions le même projet de recherche avec les portraits de Palmyre, les portraits du Fayoum, avec les masques de momies égyptiens, avec les vases Mochica ou les objets mexicains. Je pense que nous aboutirions à des résultats relativement similaires, c'est-à-dire la caractérisation d'un système qui permet l'exportation d'œuvres issues directement de contextes archéologiques pillés vers le marché des antiquités internationales, et donc vers les galeries européennes. Pour terminer, évidemment, nous avons ici une catégorie relativement restreinte d'objets, c'est-à-dire un objet dans un catalogue. Mais à partir du moment où on arrive à caractériser l'infraction pour un objet, une tête en marbre ici dans ce catalogue de vente, qu'en est-il pour les autres sculptures en marbre du même catalogue de vente? Qu'en est-il sur l'ensemble des objets par centaines vendus dans ce même catalogue de vente? Comment peut-on faire une recherche individuelle sur chacun des objets sur ce catalogue de vente-là? Et bien sûr, il ne s'agit ici que d'un catalogue de vente, parce que, évidemment, chaque année, ce sont des centaines de ventes qui ont lieu, comprenant des antiquités. Et des ventes qui, parfois, sont publiques, parfois ne le sont pas, qui ont lieu parfois en ligne, sur des sites plutôt obscurs, et donc qui montrent notre grande difficulté à contrôler et à évaluer ce marché légal ou illégal, mais également qui montre la supériorité des ventes publiques sur les ventes privées pour ce qui est de l'évaluation de ces problèmes-là. Je vous remercie.